Salam alaikum. Aujourd'hui, il s'agira d'une séance de poésie, analyse. Le poème, c'est le poème et le poète. Je rassemblais des lettres d'Alfred de Musset. L'objectif, c'est faire une analyse métrique et thématique d'un poème en vers régulier. Donc, le premier sous-genre qu'on va faire, c'est le poème en vers régulier, puis on aura la chance de faire le poème en vers libre et le poème en prose. Il y a 3 sous-genres dans la poésie. Voici le poème, je vais lire. Je rassemblais des lettres, je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passé me criait à l'oreille, ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici-bas ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oubli. De tous côtés, j'y retournais la sonde. Je pleurais seul, loin des yeux du monde, mon pauvre amour enseveli. Alfred de Musset, tiré du recueil Les Nuits, édition Gallimard. La première chose qu'il faut signaler, c'est que la poésie en vers régulier, c'est une poésie où on aura des régularités, exemple de la rime, aussi exemple du mètre. Donc nous avons ce qu'on appelle le mètre, ça veut dire c'est le nombre de syllabes qui composent chaque vers. Et puis chaque deux vers ou chaque paire de vers qui contient la même rime dans la poésie en vers régulier doit contenir le même mètre. Le mètre, c'est le nombre de syllabes qui composent le vers. Et aussi, avant d'aborder les types de vers qui existent en français ou bien les noms des vers qu'on a en français, il faut aussi signaler qu'il y a une différence entre le vers et la phrase. Dans la poésie, le vers commence par une majuscule et finit par un retour à la ligne, alors que la phrase commence par la majuscule et finit par un point. C'est-à-dire qu'on peut trouver une phrase divisée en deux, comme ici dans les 2 premiers vers. Je répète, on ne dit pas qu'ici nous avons une phrase, mais un fragment de phrase seulement. La phrase commence par la majuscule « je » et finit par le point. Donc nous avons « je rassemblé des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour ». Jusque-là, la phrase est finie. Juste pour dire que, attention, il ne faut pas confondre le vers et la phrase. Il y a une différence. Bon, maintenant, quels sont les vers qu'on a en français? Et puis avant les vers, comment appelle-t-on un paragraphe dans la poésie? Le paragraphe dans la poésie s'appelle une strophe. Et les noms des strophes sont prépondérants au nombre de vers qui la composent. Exemple, ici vous avez premier, deuxième, troisième, quatrième vers, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième vers. Nous avons un 9. Donc le nombre est impair. Par rapport à la rime, on aura un vers intermédiaire, c'est celui-ci. C'est pas qu'on va pas le compter, mais bon, pour les dispositions des rimes, on va compter 2 paires de rimes pour dire d'elles qu'elles sont disposées d'une manière ou d'une autre, et ces dispositions, on va les découvrir dans un instant. Je répète, le vers a un mètre, qui veut dire le nombre de syllabes ou d'émissions de voix qu'il compose. Et puis, la strophe a un nom, et ce nom est en relation avec le nombre de strophes, de vers qui la composent. Voici pour les vers qui existent en français, ou les mètres qui existent en français. Un vers d'une seule syllabe, on l'appelle monostiche ou bien monomètre. 2 syllabes, 10 syllabes. Trisyllabe, c'est pour 3. Quadrisyllabe, 4. Pentasyllabe ou pentamètre, c'est pour 5. Hexasyllabe, c'est pour 6. Heptasyllabe, c'est 7. Octosyllabe, c'est 8. Eniasyllabe, c'est 9. Décasyllabe, c'est 10. Indicasyllabe, c'est pour 11 syllabes. Et puis l'alexandrin, c'est pour 12 syllabes.
Mais les mètres les plus utilisés dans la poésie française en vers régulier sont les octosyllabes, c'est-à-dire 8, les décasyllabes 10 et les alexandrins. Là, c'est pour les mètres des vers. Pour les strophes, nous avons une strophe composée de 2 vers s'appelle distique, un distique, puis un tercet pour 3 vers, 4 pour 4 vers, 5 quintiles, 6 vers c'est 6 ans, 7 7 ans, 8 1 pour 8, 10 1 pour 10, 11 1 pour 11, 12 1 pour 12, etc. Bon, voilà donc les noms qu'on donne aux strophes. Exemple ici, nous avons un neuvain. Un neuvain. Un neuvain parce que nous avons ici 9 vers pour la première strophe ainsi que pour la deuxième strophe. Donc le nombre est régulier. Nous avons 9 ici et 9 dans la deuxième strophe. Puis on va voir le diconthe syllabique, là où il y a la même rime. Le diconthe syllabique, c'est le fait de mettre des césures pour séparer les émissions de voix les unes des autres. On va donc appeler la première rime veille A, et puis on va voir où est cette fin sonore dans les autres vers. On va la découvrir pour le vers numéro 3. Donc nous avons dans le premier et le troisième vers la même rime. Et tant que nous avons la même rime, il faut donc trouver le même nombre de syllabes. Le même nombre de syllabes, donc je vais cacher les autres vers pour avoir sous l'œil uniquement le premier et le troisième vers. Alors si je fais le diconthe syllabique, je vais avoir je, race. Bien sûr, ici vous avez 2 S, gémination de S. Je peux mettre la césure entre les deux et ça va me donner l'impression d'avoir un accent tonique. Le S va être prononcé avec la deuxième syllabe et ainsi il sera prononcé avec la troisième syllabe et on aura un rallongement ou un allongement sonore ou phonétique. Je rassemblais pour dire qu'on a comme un accent tonique. En arabe, c'est shidda. Alors, je rassemblais des lettres. Encore ici, le E normalement, il est muet. Le E, il est muet à chaque fois, il est à la fin d'un vers. À la fin d'un vers, le E n'est jamais prononcé. Et toute rime qui a un E, exemple de A ici, la rime A, on l'appelle une rime féminine. La rime féminine, c'est quand on a la fin sonore du vers fini par, c'est pas la fin sonore, mais le mot de la fin du vers se termine par un E muet. Donc tous les E qu'on a à la fin sont caducs, ça veut dire non prononcés. Mais attention, quand ils sont à l'intérieur du vers, ils peuvent être prononcés s'ils sont suivis d'une consonne. Exemple ici de D, c'est une consonne, donc E va former la syllabe avec TR d'avant pour avoir lettre E. Mais dans la prononciation, je vais faire comme ça dans la lecture. Je rassemblais des lettres de la veille. Des lettres de la veille, donc le E va me donner la syllabe numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La 7e syllabe. Puis je continue de la veille. Et si je compte, je vais avoir 10 syllabes. Le maître du premier vers, c'est un décasyllabe. Un décasyllabe. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que les décasyllabes et les octosyllabes et les alexandrins sont les maîtres les plus utilisés dans la poésie française. Si ce vers, je rassemblais des lettres écrit par Alfred de Musset, est un poème en vers régulier, il faut donc trouver dans le vers numéro 3 le même nombre de syllabes. Si on a trouvé moins ou plus, on va donc dire que ce poème est en vers libre et non pas en vers régulier. Alors on va voir tout ce passé, donc c'est la même histoire tout à l'heure, le S géminé, donc je peux avoir la césure entre les deux, mais je peux aussi l'avoir avant, mais si je mets la césure avant, je vais avoir la sonorité S prononcée une seule fois avec une seule syllabe, et non pas avec 2 syllabes. Ici, je choisis les accents toniques parce que ça donne de la musicalité à la poésie en lecture. Tout se passait, me criait, encore me criait. Et c'est pour crier, si je transcris phonétiquement, je vais avoir le son consonantique R, le son consonantique R, je vais avoir un I, d'accord, puis je vais avoir un iode. Oh pardon, un iode c'est mieux ici, criait, talov à l'oreille. Si nous avons une suite de 2 sons vocaliques, on l'appelle un hiatus, ou bien on l'appelle
un diphtongue. Le diphtongue, on peut le diviser en deux pour avoir deux émissions de voix, ça veut dire deux syllabes, ou bien je peux prononcer en une seule émission de voix pour avoir ce qu'on appelle la synérase. Si je divise, je vais avoir la diérase. Si je ne divise pas et je laisse la prononcer en une seule émission de voix, je vais avoir ce qu'on appelle la synérase. Synérase avec le diphtongue prononcé en une seule émission et diérase si je prononce en divisant les deux. Alors ici, je choisis de diviser parce que peut-être j'aurai besoin d'une syllabe de plus. Et on verra. Si je n'ai pas besoin de diviser, je vais faire la synérase pour avoir 10. Okay? Alors tout se passe et me crie, me criait, ta, encore T et A. Bien sûr, les liaisons sont toutes prononcées dans la poésie. Quel que soit là où on a une liaison, il faut la mettre. Tout se passe et me crie ta, l'oreille, et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc nous avons encore un décasyllabe comme maître, un décasyllabe comme maître de la troisième ou du troisième vers. Maintenant, je passe à l'autre vers ici. Je change de couleur. J'ai amour et jour, donc c'est une autre fin sonore. Je vais l'appeler la rime B. Donc je change de lettre. La rime B. Dans la rime B, puisque ce n'est plus A, je peux avoir 8 ou 9 ou 7, ça dépend. Donc il faut avoir un autre nombre, ou bien on peut aussi avoir 10. L'important, c'est que si je trouve 10 dans le deuxième vers où il y a la rime B, il faut que dans le quatrième où il y a la même rime, il faut avoir le même nombre, ça veut dire le même mètre. Allez-y, je vais commencer donc. Mais avant de commencer, je vais encore cacher pour avoir sur uniquement le deuxième et le quatrième vers pour voir quel est le mètre qu'on aura. Bon, j'ai des cheveux, des bris. On peut aussi avoir des bris ou bien des bris d'amour. Et j'obtiens 8. Donc 8, c'est un octosyllabe ou bien octomètre. C'est un octosyllabe. Le mètre du deuxième vers ayant la rime B est un octosyllabe. Et parce que c'est un octosyllabe, il faut donc avoir dans le quatrième vers ayant la même rime, le même nombre de syllabes, c'est-à-dire le mètre doit être octosyllabe également. On verra. Alors c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les liaisons sont prononcées. C'est, éternel serment d'un jour. Et j'obtiens encore 8. J'ai encore 8 syllabes. 8 syllabes, ce sera encore octosyllabe. Comme vous voyez, il est clair apparemment que le poème Je rassemblais des lettres d'Alfred de Musset est un poème en vers régulier parce que nous avons une régularité sur le nombre sur le plan des mètres, sur le plan également des rimes. Je continue avec le reste. Je change de couleur, je vais mettre le bleu. Ici, vous avez sacré, dévoré, pleurer. Donc, je change de lettre, je vais appeler la rime C. Et puis, dans la rime C, il faut donc encore avoir le même mètre. Je vais compter avec la première. Je contemplais, c'est relis que. J'ai encore prononcé le E, d'accord, ici, comme formant une syllabe avec culon, ou le son K, d'accord, parce que sacré commence par une consonne. Donc le E de relique n'est pas caduc, c'est-à-dire n'est pas muet. Alors on va avoir une syllabe de plus, c'est celle-ci. Puis sacré. Et je vais obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est encore un décasyllabe. Décasyllabe. Il faut avoir donc décasyllabe également dans le huitième, non, le septième et le huitième vers. Il faut donc avoir le même mètre. Larme, alors encore le E de larme qui sera prononcé parce qu'il est suivi de D, c'est une consonne. Larme du cœur par le cœur dévoré. Et j'obtiens donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est un décasyllabe.
Je continue avec l'avant-dernier vers et que les yeux. Donc j'ai commis une petite erreur ici. Il faut avoir le S prononcé en lisant le Z avec eux. Les yeux qui les avaient pleurés. Et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est un décasyllabe. Dernier de vers, dernier paire de vers ou dernière rime, je change encore de couleur. Je vais mettre ici, vous avez la main et demain. J'obtiens la rime des. Je vais voir qui est le maître du vers numéro 6 et le dernier vers. Qui me faisait trembler la main. Et j'obtiens 8 syllabes. Donc c'est encore un octosyllabe. Octosyllabe. Et ça doit être répété ici également. C'est ça la récurrence, c'est ça la régularité. Alors je vais avoir ne reconnaîtront plus de main, ça sera 8. D'ailleurs, une autre chose par rapport aux syllabes en français, la syllabe est toujours formée soit d'une seule voyelle, comme l'exemple ici de criait à l'oreille, ok, criait AI ici dans le troisième vers, d'accord, la rime A, là où il y a la rime A, le troisième vers. Si je transcris phonétiquement crier, je vais avoir ça, criait. Mais j'ai bien sûr avec T de la suite, j'ai la première syllabe, c'est celle-ci. Et puis la deuxième syllabe, c'est uniquement E. Ok, le son E. Mais à l'origine, graphiquement, c'est écrit avec AI, d'accord? Mais par rapport au son, il n'y a qu'un seul son. Donc la syllabe peut être formée par une seule voyelle. Sinon par une consonne voyelle, sinon par une voyelle consonne, ou bien une consonne voyelle consonne. Mais attention, ça n'est jamais, la syllabe n'est jamais formée d'une seule consonne, jamais. Ni d'une consonne à la puissance je ne sais pas combien. Même si nous avons par exemple 2 consonnes ou 3 consonnes qui se suivent, ce n'est jamais une syllabe. Il faut donc obligatoirement avoir à chaque fois une voyelle. Il faut avoir à chaque fois une voyelle dans la syllabe, sinon il n'est pas appelé syllabe. Bon, je continue. Alors ici, je vais effacer tout ça. Et je récapitule avec la préparation déjà faite, la voici. Donc voici les rimes et également le dicante syllabique ou bien les césures là où je les ai placées. Donc j'ai mis des couleurs différentes pour séparer les émissions de voix. Donc je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passait me criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main. Larmes du cœur par le cœur dévoré, que les yeux qu'ils avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. Alors maintenant, pour la transcription phonétique et le reste, l'analyse, la voici. Pour la rime A, doublement, celle-ci et celle-là, nous avons le même maître C10, ce sont des décasyllabes. Sur le plan de la transcription phonétique, la veille, à l'origine, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, mais sur le plan phonétique, la sonorité, il n'y a que 5 sons. La veille, son consonantique L, son vocalique A, son consonantique V, le E ouvert, puis le iode. Le iode, on l'appelle une semi-consonne ou bien une semi-voyelle. De toute manière, il y a 5. Pourquoi j'ai besoin de transcrire phonétique comme ça le mot? Parce que par la suite, je dois voir quelle est la richesse de la rime A. La richesse veut dire combien de sons se répètent dans chaque rime. Alors pour la veille, c'est comme ça. Pour l'oreille, c'est transcrit phonétiquement de cette manière. Pour la rime B, il y a d'amour. Alors D, A, le son M, le son consonantique, le U dans la graphie, mais en phonétique, c'est le OU. D'accord? Là, c'est le symbole du OU. Ça, ok, l'amour. Où on trouve ces transcriptions phonétiques, par exemple en anglais, parce que les mots s'écrivent d'une manière, mais ils se prononcent d'une autre manière. Pour vous aider à mieux prononcer, dans les dictionnaires, on vous met entre deux crochets la transcription phonétique du mot pour vous aider à bien le prononcer. Alors vous avez ici pour d'amour, des débris d'amour, c'est comme ça qu'on va le transcrire. La même chose pour d'un jour, vous avez un D
consonne, un E nasal, puis un je, d'accord. Là, c'est Z dans la graphie, mais en transcription phonétique, il s'agit d'un je, ça veut dire du son je, un phonème ou un phonème je. Puis le OU, d'accord, puis le R. Mais le reste n'est pas prononcé. C'est écrit, mais n'est pas prononcé. Je passe à C. Dans C, il y a 3 récurrences. Vous avez sacré, ça, crée. Et ici, vous avez un E qui est fermé parce que la syllabe, elle est ouverte. Pour les voyelles, ouvertes ou fermées, on a ouverte quand la syllabe est fermée, ça veut dire il ne se termine pas une consonne. Et nous avons une voyelle ouverte quand la syllabe est fermée, ça veut dire, on a la voyelle, elle est fermée quand la syllabe est ouverte. Et nous avons la voyelle, elle est ouverte quand la syllabe est fermée. La syllabe fermée, ça veut dire qu'elle ne se termine par une consonne, et la syllabe ouverte, ça veut dire qu'elle se termine par une voyelle. Je vais vous donner un exemple ici. Il n'y a aucune qui se termine par une voyelle qui est ouverte. Ok. On ne l'a pas. Exemple ici, vous avez le E qui est ferme, qui est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il se termine par la semi-consonne iode. La même chose encore ici. Voilà, on l'a pas dans un autre endroit. Je continue donc avec C. C'est comme ça pour dévorer, pleurer. Et pour la suite, vous avez deux mains et la main. L consonantique, A vocalique, M consonantique et E nasale. 1, ok. Bon, pour les rimes, les dispositions qu'on a pour la rime A et B, nous avons A, B, la voici. On les appelle des rimes croisées, On dit aussi des rimes alternées. Et pour DCD, D, C, D, nous avons des rimes qui sont des rimes embrassées. D'accord? Pour les richesses, la rime A, je vais voir combien de sons se répètent dans la rime A. Vous avez le iode, ici et là. Vous avez le E ouvert, doublement, mais pour le reste, il y a V et R, donc c'est différent. On va donc avoir la rime A, elle est suffisante parce qu'il y a deux sons qui se répètent. La rime B, il y a le R, la fin, le son R, le son OU, mais pour le reste, il y a le son consonantique M et le je, donc c'est différent. On a encore deux. Donc la rime B, elle est suffisante. Pourquoi elle est suffisante? Parce que nous avons également deux sons qui se répètent. Pour la rime C, nous avons sacré et dévoré avec pleurer. Donc le son E, à chaque fois répété. Le son R, à chaque fois, il est répété. Pardon, j'ai effacé un E ici, d'accord? Pleurer. Donc nous avons deux sons encore. Pour le reste, c'est différent. Donc C est une rime qui est suffisante. Pourquoi? Parce qu'on a deux sons qui se répètent. Pour la rime D, nous avons A et nasal, puis M, mais le reste est différent. On a encore, c'est une rime qui est suffisante. Comme vous voyez, la régularité elle est presque parfaite dans ce poème d'Alfred de Musset. Maintenant, vous avez les rimes internes. On a donc des rimes externes comme ici, à la fin de chaque vers, de chaque deux vers, pardon, parce que pour parler de la rime, il faut avoir au moins une paire, c'est-à-dire deux vers qui se terminent par la même fin sonore. Pour les rimes internes, ça veut dire c'est à l'intérieur même de la strophe, on peut chercher quels sont les sons qui se répètent, qui donnent une certaine musicalité. Alors je vais encore effacer tout ça pour chercher ce que j'ai appelé ici des rimes internes. Les rimes internes sont soit des allitérations, quand il s'agit d'une redondance sonore d'une consonne, d'un son consonantique. Et si j'ai pris le son R, on va voir combien de fois le son R est répété dans la première strophe. Et nous avons aussi les assonances. Et c'est quoi une assonance? C'est une redondance vocalique. D'accord? C'est pas l'écriture, hein, mais ce sont les sons. Donc je vais chercher le R et l'allitération par R et l'assonance par E. On commence par l'allitération par
R, pardon. Alors, vous avez « Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passait, me criait à l'oreille, ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. » Alors, si je vais compter, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc, nous avons 20 fois l'allitération par R. Donc, ça donne ce qu'on appelle la musicalité interne ou bien la rime interne en allitération avec R. Mais on peut aussi chercher d'autres allitérations. Puis, je passe à la rime interne en assonance produite par E. Donc, je vais compter. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passait, me criait à l'oreille, ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. Et j'obtiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 fois le son ou l'assonance en « E ». D'accord? Alors là, c'est clair qu'il y a une musicalité dont le choix des mots fait par le poète Alfred de Musset, pour avoir des rimes externes et également pour avoir des rimes internes. Et également encore pour avoir les mètres qui sont récurrents, à chaque fois nous avons la même rime. Et comme vous voyez, c'est l'une des formes les plus difficiles en littérature, c'est la poésie. C'est très difficile d'écrire en poésie, surtout en vers régulier, parce que vous êtes sur le plan de la forme obligé de trouver des récurrences sur le plan des rimes internes et externes, sur le plan des mètres, les dispositions aussi. Il faut que les rimes soient disposées de manière très organisée, plus le sens que vous voulez donner à votre poème sans perdre ce sens. Ça veut dire, est-ce que vous êtes capable de trouver des mots qui vont vous donner en même temps la forme récurrente et le fond sur le plan des idées, des thèmes, etc. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris le vers intermédiaire, le 5e, comme un vers neutre, parce que pour parler des rimes et de leur disposition, il faut donc qu'il soit au moins 2 fois répété. Ça signifie que ça fonctionne en mode de 4, même s'il y a encore d'autres types de dispositions, mais bon. Ça, on l'a appliqué à la première strophe. Vous pouvez appliquer les mêmes techniques de tout à l'heure à la deuxième strophe chez vous, à la maison, et vous allez trouver que Alfred de Musset a très bien fait ce poème. Il a très bien construit ce poème en vers réguliers tiré du recueil Les Nuits, etc. Maintenant, je vais passer au sens. Essayez donc de voir l'interprétation qu'on va essayer communément de donner à ce poème, ou plutôt de déchiffrer ce que Alfred de Musset voulait faire passer. Je relis. Je rassemblais des lettres de la veille, des cheveux, des débris d'amour. Tout se passait, me criait à l'oreille ces éternels serments d'un jour. Je contemplais ces reliques sacrées qui me faisaient trembler la main, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qui les avaient pleurés ne reconnaîtront plus demain. J'enveloppais dans un morceau de bure ces ruines des jours heureux. Je me disais qu'ici-bas, ce qui dure, c'est une mèche de cheveux. Comme un plongeur dans une mer profonde, je me perdais dans tant d'oubli. De tous côtés, j'y retournais la sonde et je pleurais seul, loin des yeux du monde, mon pauvre amour enseveli. Prenons la première strophe. Dès la première strophe, vous avez le mot « je rassemblais ».
des lettres de la veille. Quand on dit la veille, ça signifie qu'il y a d'abord un jour très particulier au passé pour parler d'un jour avant. Ça veut dire hier au passé. Alors, où est ce jour particulier? On va le découvrir dans le vers numéro 4. Alors, il rassemblait 1. Les lettres, 2. Les cheveux, c'est une mèche de cheveux, et les débris d'amour, tout ce qui restait de son histoire d'amour. Les cheveux, ou la mèche de cheveux, ça symbolise la fidélité. Alors, j'ai fait une petite recherche pour la symbolique de la mèche de cheveux sur Google. Ça m'a donné ça. C'est un cadeau de pureté, d'accord? La symbolique de la mèche de cheveux dans la culture occidentale. Ce n'est pas la culture arabo-musulmane, par exemple. C'est un cadeau de pureté, quelque chose qui capture l'ADN de la personne aimée. La personne qu'on aime, on lui demande une mèche de cheveux comme symbole de fidélité. Et quand tout est détruit, on sait que quand l'être humain meurt, tout se décompose, et puis ce qui reste, la dernière chose qui reste du corps humain ou de l'organisme humain, ce sont les cheveux. Alors il reste cette mèche de cheveux qui rappelle l'amour à son sommet, c'est-à-dire à son paroxysme, quand on croit vraiment que c'est pour la vie. Alors c'est pour cela, dans la culture occidentale, peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça reste encore actuellement, mais bon, à l'époque du poète, on demande à la bien-aimée une mèche de cheveux comme signe de fidélité. Alors tout ce passé me crie à l'oreille, ces éternels serments d'un jour. Donc ils se sont donné des serments, des promesses, un jour très particulier. Donc ils se sont mis d'accord sur peut-être un projet d'amour, un projet de famille, etc. Donc ces éternels pour dire que et ils se sont donné des serments et qu'il allait chacun tenir à sa parole et puis de rester amis ou amoureux jusqu'à la fin du jour. Sauf que malheureusement pour le poète, la personne peut-être allait mourir. On va découvrir ça dans la suite. Ce qui montre l'amour du poète, l'amour intense du poète, c'est le terme contempler. Contempler, c'est regarder avec beaucoup de charme, avec attention et puis avec émotion. J'ai contemplé ces reliques sacrées, c'est-à-dire ces choses qui sont très sacrées pour lui, les cheveux, les débris d'amour et les lettres qu'il a eues d'elle. Je contemplais ces reliques sacrées. L'amour est aussi connoté par le fait qu'il a ses mains qui tremblent, qui me faisaient trembler la main par émotion, larmes du cœur, donc du cœur par le cœur dévoré. Nous avons ici presque un chiasme avec cœur répété, concaténé de cette manière, larmes du cœur par le cœur dévoré, et que les yeux qu'ils avaient pleuré ne reconnaîtront plus demain. Donc il parlait peut-être de sa bien-aimée qui avait pleuré le jour où ils se sont donné les serments de rester fidèles l'un à l'autre. Puis, à chaque fois, il fait ressortir ces objets sacrés, ces reliques sacrées. Qu'est-ce qui est fait à la fin? Il enveloppé dans un morceau de bure. Bure, c'est laine, c'est là où on peut mettre des choses précieuses ou des choses on veut les garder de manière précieuse. Ces ruines des jours heureux, généralement la bure, c'est en tissu, mais qui contient de la laine. Ces ruines des jours heureux. Donc il y avait des jours heureux qu'il avait vécu avec sa bien-aimée et à partir de sa perte, elle est devenue triste. Et puis ce qui montre que tout son projet est voué à l'échec, ou plutôt il a le regret d'avoir ce qu'il a construit ou ce qu'il voulait construire avec sa bien-aimée. Il est détruit, c'est le terme, c'est ruines, hein. C'est ruines des jours heureux. Ça signifie qu'actuellement il est malheureux. Je me disais qu'ici-bas, c'est-à-dire la vie sur Terre, qu'ici-bas, ce qui dure le plus longtemps possible, ce sont les mèches, ou c'est une mèche de cheveux. Donc il a gardé la mèche de cheveux de sa bien-aimée. Comme un plongeur, ici c'est une figure de style de comparaison, donc il se compare à un plongeur. Et quand on dit plongeur, son milieu d'action, c'est la mer profonde, et puis il utilise la sonde. La sonde, c'est, si vous voulez, un projecteur qui vous permet de sonder les profondeurs, ça veut dire de découvrir les profondeurs. Comme un plongeur dans une mer profonde, et nous avons l'impression que la mer profonde ici, c'est la mémoire, ce sont les souvenirs qu'il avait gardés de sa bien-aimée. Je me perdais dans le temps d'oubli. Et l'oubli, c'est l'ennemi numéro 1 du poète. Pourquoi? Parce que il chasse toujours les souvenirs et puis il risque de les perdre.
De tous côtés, j'ai retourné la sonde et je pleurais seul, loin des yeux du monde. Ça montre donc la solitude, le thème de la solitude du poète. Loin des yeux du monde, qu'est-ce qu'il pleure? Il pleure son pauvre amour enseveli. Enseveli, ça veut dire c'est enterré. Voilà donc l'explication, surtout du vocabulaire, mais bon, vous pouvez faire des interprétations qui sont différentes pour le poème. Vous pouvez m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires et merci beaucoup.